L'invité de la rédaction de Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée. Aujourd'hui, je reçois Michaël Darmon. Bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes journaliste et éditorialiste. Vous vous déplacez à Aix-en-Provence ce mercredi 19 juin à 19h pour présenter votre livre « Le pape et la matriarche, histoire secrète des relations entre Israël et le Vatican ». Pourquoi vous êtes-vous intéressé, Michaël Darmon, à cette relation entre les deux pays, justement, et particulièrement à cette rencontre entre le pape et Golda Meir ? Écoutez, ça fait 10 ans environ que je me dis que je vais un jour m'intéresser à cette histoire, parce qu'au cours de mes déplacements officiels, lorsque je couvrais la présidence de la République à l'époque pour France 2, j'avais eu l'occasion souvent de me déplacer au Vatican, et je connais aussi bien sûr Israël depuis longtemps, et je me suis aperçu à quel point il y avait une fascination entre ces deux États. Vous savez qu'ils sont deux États, au fond, timbre-poste en termes de limites géographiques, mais qui ont une aura et des autorités qui dépassent largement le cadre de leurs frontières, qui sont deux États qui sont fascinés, organisés aussi autour du culte du secret, et puis deux États qui, au fond, sont les dépositaires de la matrice de cette histoire judéo-chrétienne, et qui n'avaient pas de relations politiques, diplomatiques officielles jusqu'il y a 30 ans. Puisque c'est en 1994 seulement que le premier échange d'ambassadeurs a eu lieu après une reconnaissance par le Vatican de l'État d'Israël, alors que ce sont deux États qui portent l'histoire de deux peuples qui se fréquentent depuis plus de 2000 ans. Donc pour toutes ces raisons, je m'intéressais déjà à cette relation, et en particulier dans mes recherches, je suis tombé sur cette relation, cette rencontre assez peu connue, qui a été emblématique et très importante entre Golda Meir et Paul VI. C'était le 16 janvier 1973. Et pour la première fois au Vatican, un pape, Paul VI en l'occurrence, recevait en audience dans sa bibliothèque un dirigeant de l'État d'Israël au plus haut niveau, et c'était Golda Meir. Et donc j'ai regardé, et je me suis aperçu que cette rencontre avait lieu aussi dans des conditions rocambolesques, et surtout qu'elle avait été le déclencheur d'une série de relations qui ont permis aussi, qui ont jalonné le travail vers la reconnaissance officielle. Mais justement, après cette rencontre, Golda Meir, qui a été donc première ministre d'Israël, disait, je cite, « L'horloge du Vatican n'est pas la même que celle du reste du monde ». Qu'est-ce que cela voulait dire finalement, Michaël Darmon ? Cela voulait dire qu'elle va au Vatican, Golda Meir, dans un moment très particulier et très spécial de sa vie politique et de sa vie personnelle. D'abord, ça ne le sait pas encore, bien sûr, mais nous sommes 9 mois avant le déclenchement de la guerre de Kippour, mais ce qui veut dire aussi que le monde, et la région en particulier, il y a proie de nombreuses tensions, et que Golda Meir, durant toute sa vie politique, dès qu'elle est arrivée au niveau ministériel, et ensuite, bien sûr, au plus haut niveau, n'a eu de cesse que de vouloir briser l'isolement diplomatique d'Israël depuis sa naissance, et que chaque fois qu'un pays reconnaissait la légitimité de l'État, c'est évidemment une victoire très importante. Donc déjà, l'analyse que je faisais dans le gouvernement israélien, que pouvoir être en contact avec le représentant de plus d'un milliard de consciences, en l'occurrence le pape, c'était évidemment très important, parce que ça permettait également de pouvoir influer sur les États qui eux-mêmes étaient sous l'influence du Vatican. Et puis on est à la sortie, quand même, quelques années après de la Seconde Guerre mondiale, on est en pleine guerre froide, et il faut savoir que le Vatican est un territoire également de lutte entre les deux parties du bloc, entre la CIA, entre le KGB, entre les États-Unis, entre l'URSS, et bien évidemment, dans ce qu'on appelle ce grand jeu international du renseignement, Israël, avec le Mossad, avait bien sûr un intérêt à pouvoir aussi être présent sur place. Il y avait cette démarche-là. Et Golda Meir, bien sûr, vient voir Paul VI en lui demandant, entre autres, de reconnaître publiquement et diplomatiquement l'État d'Israël. Et Paul VI lui répond que ce n'est pas encore venu, le temps n'est pas encore venu, parce que lui-même sort d'un chantier considérable qu'il a porté, une révolution doctrinale considérable, la plus importante en fait depuis l'histoire de la chrétienté, c'est-à-dire le Concile de Vatican II, qui a effacé
le dogme du peuple déicide qui a annulé la responsabilité des Juifs dans la mort du Christ, ce qui est évidemment une révolution doctrinale très très importante, et il considère qu'il ne peut pas aller plus loin dans son chemin, parce que c'est déjà un effort très important, d'où la réflexion de Golda Meir sur la corporalité, et d'autant plus qu'elle-même représente notre rapport au temps. En fait, c'est deux personnes qui se rencontrent, Paul VI et Golda Meir, qui sont deux géants du XXe siècle. Donc il faut avoir la mesure et la conscience à l'époque de ce que ces deux personnes représentaient. Eh bien, au fond, ce sont deux rapports au temps également qui se sont rencontrés. Donc c'est finalement logique, ce que vous expliquez, vous venez de nous le dire, mais cette reconnaissance de l'État d'Israël par le Vatican a été extrêmement tardive. Comment peut-on l'expliquer concrètement ? Elle vient à la suite de toute une série d'évolutions dont un moment important, un des points de départ que je situe à travers ce livre, est ce qui s'est passé autour de cette rencontre, où les circonstances que on va laisser découvrir par les lecteurs, mais qui en quelques mots sont celles de l'attentat déjoué contre Golda Meir, vont favoriser les relations entre les responsables des renseignements, aussi bien du côté d'Israël que du côté du Vatican. Et puis, avec l'arrivée de Jean-Paul II, qui vient à la suite, lui, de Jean-Paul Ier, l'éphémère pape, qui avait déjà placé dans son programme le fait de reconnaître politiquement Israël. Jean-Paul II, lui, avait un agenda géopolitique, c'est le pape de la fin de la guerre froide, et un agenda personnel, puisque c'est un pape philosémite. C'est un pape qui, lorsque les Israéliens pensaient qu'un pape polonais serait plus compliqué pour les relations avec Israël, eh bien, au contraire, c'est lui qui a favorisé considérablement ces relations, et il a tiré le bilan de cette évolution, et il a petit à petit amené également le Vatican à faire admettre que l'État d'Israël était une réalité qu'il fallait prendre en compte politiquement. Et il y a eu des événements majeurs, publics et moins publics, dont celui, bien sûr, de la visite de Jean-Paul II à la synagogue de Rome, qui a été absolument historique, puisque jamais un pape n'avait franchi les limites du ghetto de Rome pour entrer dans la synagogue. Et ensuite, la volonté d'affirmer une reconnaissance dans l'atmosphère de l'accord d'Oslo, puisque ça se passe en 1991-92, où là, Jean-Paul II donne le signal de construire, d'édifier une équipe de négociateurs que j'ai retrouvés au Vatican et en Israël, et qui ont, à ce moment-là, travaillé à l'édification de la relation diplomatique. Et qu'en est-il aujourd'hui des relations entre Israël et le Vatican ? Est-ce que ces relations sont bonnes ? Elles sont en ce moment très tendues. On va le dire évidemment sans embâche, c'est une réalité. Elles sont très tendues du fait de la situation en Israël depuis le 7 octobre, même si le pape François a d'emblée, dès le 8 octobre, pris la parole pour condamner ce qui s'était passé, pour montrer sa solidarité, sa compassion à l'égard du drame que vivent les Israéliens depuis le massacre du 7 octobre. Il a reçu des familles d'otages d'Israël. Il a reçu également des délégations de Palestiniens, en faisant bien comprendre qu'il fallait faire attention, et il voulait absolument éviter à ce que les membres du Hamas fassent partie des Palestiniens qu'il a reçus, parce que le pape François est le pape qui, lui, se confronte depuis son arrivée au Vatican au djihad, au radicalisme musulman, au fondamentalisme musulman, qu'il a toujours condamné extrêmement fermement et clairement. Il y a des textes et des déclarations qui sont absolument sans ambiguïté à ce niveau-là. Et donc c'est pour ça qu'il avait tenté de créer ce qu'il appelait la diplomatie de la prière. On s'en souvient, il avait organisé une journée de veillée de prière entre Mahmoud Abbas, le chef d'autorité palestinienne, et donc Shimon Peres, à l'époque président de l'État d'Israël, autour de lui au Vatican, pour pouvoir justement célébrer, marquer, honorer cette volonté de paix. Mais bien évidemment, les tensions internationales et les évolutions dramatiques en Israël sont beaucoup plus fortes, et on a le sentiment aujourd'hui que le Vatican a quand même du mal forcément à jouer un rôle, d'autant que naturellement, dans la logique du soutien aux plus faibles,
eh bien, il y a toujours eu un soutien, en tout cas une sympathie naturelle du Vatican envers les Palestiniens. C'est la tradition liée aux présences des communautés chrétiennes dans les pays arabes. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, pendant très longtemps, le Vatican ne pouvait pas envisager une reconnaissance politique, parce que les pays arabes faisaient pression sur le Vatican en disant « si vous vous rapprochez d'Israël, vous aurez un problème avec les communautés chrétiennes dans nos pays ». Donc de ce point de vue-là, ça a toujours été un équilibre extrêmement sensible. C'est donc aujourd'hui l'offensive à Gaza qui tend les relations entre le Vatican et Israël, ça on l'a compris. Mais qu'en est-il de la vague d'antisémitisme qui touche aujourd'hui l'Europe et le monde ? Est-ce que le Vatican est à la hauteur et dénonce suffisamment l'antisémitisme dont est victime la communauté juive internationale ? On n'entend pas pour l'instant de message clair et formulé. On sait que régulièrement le pape a appelé à la libération des otages, condamne toute forme de violence, ça il le fait dans son pastorat, dans son rôle de pasteur chrétien, de le faire, ça il le fait assez régulièrement. Et il se tient régulièrement au courant de la situation en Israël via notamment son ami, le journaliste Eric Zimmerman, qui est un journaliste israélo-argentin, avec qui il a une relation extrêmement proche, et qui justement lui permet d'être au plus près de la réalité de ce qui se passe. On voit bien aujourd'hui comment le pape a des difficultés au-delà de ce qui se passe au Proche-Orient, a aussi pesé sur la vie géopolitique. Il a tenté aussi de pouvoir peser sur l'Ukraine sans grand succès. Donc il y a cette fin, ce que certains d'aucuns disent, une fin de règne au Vatican, il y a une forme de difficulté pour le pape à exercer une influence importante. Merci beaucoup Michael Darmon d'avoir été avec nous sur les ondes de Radio JM. Je rappelle, votre conférence dédicace aura lieu à la salle In Rotonde, Maison Art et Culture, 3 bis rue Jérusalem à Aix-en-Provence. C'est organisé par le Fonds social juif unifié et ça se passe donc le mercredi 19 juin à 19h. L'invité de la rédaction de Laura Sahin.